Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecartdegps.fr. Je vais vous faire un tour d'horizon des widgets d'analyse d'entraînement qu'on a maintenant sur les dernières Garmin. Le statut d'entraînement qu'on connaissait depuis la Fenix 5 a été retravaillé et puis on a maintenant le statut de variabilité de fréquence cardiaque et la préparation à l'entraînement. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vous donne les détails. Avant ça, les montres qui sont concernées, eh bien, ce sont la Forerunner 255 et la Forerunner 955. Les Fenix 7 et les Pix 2 ont reçu ça par une mise à jour qui, au moment où je fais cette vidéo, est en phase de test bêta. Donc c'est pour ça qu'on a des indications qui ne sont pas traduites et qui sont encore en anglais. Ça passera en français sur la version définitive. Et puis, ça sera également ajouté aux Instinct 2 et à la Forerunner 945 LTE. Et enfin, au Fenix 6. Alors, il y a des toutes petites différences dues aux capacités des montres. Vous allez voir quand sur certains écrans, on a l'acclimatation à la température. Eh bien, toutes les montres n'ont pas cette acclimatation à la température. Donc, eh bien, lorsqu'une montre n'a pas ce facteur, eh bien, il n'est pas pris en compte dans le calcul des statuts d'entraînement. Premier widget, le statut d'entraînement. Donc ici, avant, on avait un statut d'entraînement qui nous disait si nos entraînements successifs des derniers jours étaient productifs, non productifs, en phase de pic, en surcharge. C'était assez frustrant lorsque les gens sortaient d'une séance de fractionné ou d'une longue sortie de trail et que le soir, en arrivant à la maison, ils voyaient un statut d'entraînement non productif alors qu'ils avaient l'impression de s'être donné à fond sur la journée. Et donc on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière. Là, Garmin a donc fait un écran qui synthétise la VO2 max, la variabilité de fréquence cardiaque et la charge d'entraînement. Et puis derrière, en fait, ils ont fait un travail pour expliquer les facteurs qui rentraient en compte dans ce statut d'entraînement général qui, bon, ici, surentraînement, on imagine très facilement ce qui conduit au surentraînement. En revanche, si on a ici du non productif, eh bien on va pouvoir aller creuser un petit peu dans les facteurs qui rentrent en compte dans cette évaluation de l'algorithme de Garmin. Donc pour ça, on appuie sur Down. Et là, on a 6 facteurs, je crois. Alors 7. Donc la première chose, c'est le Acute Load. Donc le Acute Training Load, c'est la charge d'entraînement sur 7 jours. Ici, donc, on a une tranche verte qui va évoluer et en blanc, une ligne qui constitue mes derniers entraînements, mes dernières journées d'entraînement. Évidemment, c'est un algorithme physiologique. Plus la montre va apprendre sur vos capacités et plus la tranche verte va être en adéquation avec vos capacités. Ça peut monter, descendre en fonction de la phase d'entraînement dans laquelle vous êtes. Premier indicateur. Deuxième indicateur, c'est la répartition des entraînements entre l'anaérobie, l'aérobie élevée et l'aérobie faible. À chaque fois, vous voyez, il y a une petite box. Et donc, c'est un peu la zone cible qui vous est recommandée par l'algorithme. Donc ici, par contre, c'est l'intensité sur les 4 dernières semaines. Et donc, il faut essayer de viser ces box. Donc là, moi, il faudrait que je fasse un peu moins d'aérobie faible et un peu plus de fractionné. Ensuite, on a le VO2 max. La variabilité de fréquence cardiaque. Alors ici, c'est un bug. Je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai noté pas de statut, alors que ici, j'ai bien un statut de variabilité de fréquence cardiaque. Là, voilà, c'est probablement un bug d'affichage de cette version test bêta. On a ensuite la récupération. Donc là, 27 heures de récupération. Je vous le rappelle, ça, c'est la récupération avant de refaire une séance à forte intensité. Vous pouvez tout à fait aller faire un footing léger de récupération, même si ici, vous n'êtes pas arrivé à 0. Donc moi, demain, ça ne m'empêchera pas de prendre mon vélo,
pour aller faire 25 minutes pour aller au taf. Et puis ensuite, l'acclimatation à la chaleur, en ce moment, ça monte tous les jours. Donc là, c'est, je ne sais plus quelle est la limite, je crois que c'est 23 degrés et demi. Il faut faire une activité sportive au-dessus de cette température pour que les pourcentages augmentent. Et c'est un peu la même chose pour l'acclimatation à l'altitude. Ici, il faut faire des activités sportives au-dessus de 850 mètres. Deuxième écran, c'est l'écran de variabilité de fréquence cardiaque. Celui-là, il n'a pas été retravaillé, c'est entièrement nouveau. On a donc le relevé de variabilité de fréquence cardiaque pendant la nuit. Donc là, si c'est une notion que vous ne connaissez pas, j'ai un article qui détaille tout ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que c'est, comment c'est mesuré et comment on peut s'en servir dans l'entraînement. Je vous mettrai le lien dans la description, il est sur le blog. Donc la variabilité de fréquence cardiaque, c'est une donnée qui varie beaucoup au cours de la journée, au cours de la nuit. On le voit très bien ici. Plus elle est élevée, mieux c'est. Plus elle est basse, et plus ça veut dire que votre corps est soumis à des contraintes de stress physique, psychologique ou autre. Donc là, on voit généralement, sur tous les relevés que j'ai, on voit une tendance où quand je me couche, la variabilité est plutôt basse et ensuite elle remonte pendant le sommeil. Ça me semble tout à fait normal puisque mon corps est en train de se reposer, donc la variabilité de fréquence cardiaque augmente, c'est-à-dire que mon système neuronal autonome se détend. Ensuite, on a un graphique de la moyenne sur 7 jours. Alors, c'est probablement pas la meilleure donnée. En fait, il vaudrait mieux prendre la mesure de sa variabilité de fréquence cardiaque tous les jours au même moment, idéalement juste après le réveil. Là, c'est une moyenne, mais finalement, comme je ne me couche pas et que je ne me lève pas à la même heure, je ne suis pas persuadé que ça soit la meilleure valeur. Cela dit, c'est peut-être mieux que de prendre une valeur instantanée qui est peut-être plus soumise aux aléas de mesure et aux erreurs de mesure. Bon, c'est la mesure qui est proposée par Garmin. Ici, donc l'idée, c'est bien de voir une tendance et notamment, il ne faudrait pas que ça se dégrade. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on verse plutôt vers le surentraînement ou au contraire, ou aussi un manque de récupération, ou peut-être une mauvaise alimentation, trop d'alcool. Enfin voilà, la variabilité de fréquence cardiaque, c'est une donnée qui est sensible à beaucoup de choses. Donc ici, si elle augmentait, ça veut dire que je suis dans une phase plutôt de récupération, je pourrais taper plus. Et si elle devait diminuer, au contraire, il faudrait une période de relâche. Cet écran, pour l'avoir, il faut porter la montre toutes les nuits pendant 19 jours. L'objectif de ces 19 jours, c'est de mesurer la plage verte ici. Toutes les nuits, la montre elle va mesurer votre valeur de variabilité de fréquence cardiaque. Ici, il faut d'abord établir votre zone et ça, c'est quelque chose qui est complètement individuel. Vous aurez une plage verte qui sera certainement différente de la mienne, de même que ma plage verte peut tout à fait évoluer au fil de l'année. Et donc, c'est seulement au bout de 19 jours que la montre est capable de mesurer un peu la largeur de votre plage verte et puis le positionnement de votre plage verte. En gros, les sportifs de haut niveau, ils arriveront à monter, ils auront une plage verte qui sera beaucoup plus haute que la mienne. Et puis, quelqu'un de sédentaire, alcoolique, aura une plage verte beaucoup plus basse que la mienne. Et ensuite, chaque matin, la montre place la valeur de la nuit précédente sur cette plage. Et donc, vous pouvez tomber dans le orange, le vert ou le rouge. Si vous êtes à une valeur très basse, alors c'est vraiment mauvais. De même que si vous êtes à une valeur trop élevée, il peut y avoir des problèmes cardiaques que je ne maîtrise pas trop, mais voilà. Un cœur qui bat de manière trop irrégulière, c'est pas génial non plus. Et troisième écran, on a la préparation à l'entraînement. Ça, c'est un écran qui est présent sur un peu moins de montres. Par exemple, il n'est pas présent sur la Forerunner 255, mais il l'est sur la Forerunner 955. Et donc là, il est transféré sur l'Epix 2 par mise à jour. Ça, c'est un score qui va servir
avant l'entraînement. Le problème du statut d'entraînement, c'est que ça nous donnait une valeur après l'entraînement, mais ça ne nous donnait pas d'indication sur ce qu'on devait faire aujourd'hui. La préparation à l'entraînement vise exactement cette phase-là, c'est-à-dire est-ce que maintenant mon corps est prêt à encaisser la séance que j'ai prévu de lui faire faire aujourd'hui. Et notamment dans le aujourd'hui, l'aspect temporel est important. Le aujourd'hui le matin, ce n'est pas forcément la même chose que le aujourd'hui le soir. Si vous avez fait un fractionné hier soir, eh bien le matin à 9 h, votre corps ne sera peut-être pas encore frais pour encaisser une nouvelle séance, tout simplement parce qu'il n'y aura pas eu suffisamment de repos. Si vous avez fait une séance, je sais pas, entre 21 h et 22 h parce que vous avez attendu qu'il fasse moins chaud, eh bien à 8 h, votre corps ne sera pas super frais. Donc ça, c'est un indicateur qui va évoluer plus rapidement, il va être dynamique complètement dans la journée. Là, vers midi, j'étais à 85 et il a suffi d'une séance d'entraînement qui m'a fait passer en surentraînement et qui m'a fait baisser ma préparation à l'entraînement à 42. C'est-à-dire que si je devais faire une séance maintenant, ça ne serait sûrement pas le moment d'aller faire une séance de fractionné. Il faudrait peut-être que je me limite à 30 minutes de home trainer ce soir devant la télé. Alors tout comme le statut d'entraînement, on a le détail des facteurs qui rentrent en compte dans ce calcul. Tout d'abord la qualité du sommeil. Donc là, mon sommeil la nuit précédente a été bon. Où on en est dans le temps de récupération. Donc ça, c'est précisément l'indicateur qui, à midi, était à 0. J'avais fini mon temps de récupération. Et là, comme je viens de remonter à 27 h, eh bien, ce n'est pas le moment de repartir sur une grosse séance. Le statut de variabilité de fréquence cardiaque, actuellement, il est donc équilibré dans la zone verte. La charge d'entraînement, là actuellement, au-dessus de la zone verte qu'on a vue précédemment dans le widget statut d'entraînement. Et puis l'historique de sommeil. Parce que eh bien, si vous faites la fête le vendredi soir, vous faites la fête le dimanche soir, vous vous réveillez dimanche, vous restez dormir, vous faites une grosse nuit, votre grosse nuit, elle ne compensera pas forcément vos 2 nuits courtes, voire blanches, des 2 précédentes nuits. Donc là, c'est l'historique de la qualité du sommeil. Sur 7 jours, là, on voit que je n'ai pas fait d'excès pendant le week-end. Et ensuite, le stress. Bon là, évidemment, hein, plus c'est bas et mieux c'est. Ça aide à la récupération. De prime abord, la question que je me posais, c'est est-ce que tout ça, ça ne va pas devenir trop compliqué? L'avantage du statut d'entraînement, c'est que finalement, tout était combiné dans un seul widget et on voyait si on était sur une phase productive, non productive. Mais comme je vous l'ai dit, il y avait ce problème derrière qu'on ne pouvait pas trop comprendre le pourquoi la montre nous affichait ça. Là maintenant, on a vraiment plein de choses et surtout qu'on peut découper. Le statut de variabilité de cardiaque, ça va être au réveil. On regarde ça le matin. Ensuite, le training readiness, il évolue dans la journée. Ça, il faut le regarder avant la séance pour voir si on est capable de faire la grosse séance qu'on avait prévue ou bien s'il vaut mieux alléger aujourd'hui et faire la grosse séance demain. Et puis ensuite, après entraînement, le statut d'entraînement. Donc je trouve que c'est une combinaison qui certes est plus compliquée qu'avant, mais qui est complète. Il faut simplement vous intéresser à ce qu'est la variabilité de fréquence cardiaque pour bien comprendre comment ça marche. C'est un peu plus compliqué à exploiter que le VO2 max.